Merci beaucoup, Dr Alaoui, pour votre présentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, chers consoeurs, chers confrères et chers amis, c'est vraiment un plaisir de renouer avec les événements en présentiel et de voir des salles de plus en plus remplies après ces 2 dernières années. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur et auquel on n'a pas le réflexe de penser souvent, qui est l'oncofertilité. Comme a dit professeur Fikri dans sa présentation, la fertilité, ce droit d'avoir un enfant, justement, c'est un droit. Et pour une population particulière de patients, à savoir les patients cancéreux, qui sont soumis à des traitements lourds, ce droit est compromis. Heureusement, sur ces dernières décennies, on a une amélioration aussi bien des survies que de la qualité de vie de nos patients. Et avec les progrès thérapeutiques et les progrès diagnostiques, la survie des cancers, des patients jeunes, des adolescents et des enfants frôle les 80%. À la fin des traitements, pour ces 80%, on doit être capable de proposer un accompagnement. Parce qu'en effet, on parle de plus en plus de l'après-cancer. Cette vie qui commence après la fin, après la rémission du cancer, où les malades, dans leur quotidien, souffrent de beaucoup de symptômes tels que les troubles neurocognitifs, parfois des neurotoxicités résiduelles. Mais l'impact sur la fonction gonadique est l'impact le plus important pour la réinsertion de cette population de patients en âge de procréer. Et on doit être capable de proposer chez ces patients une prise en charge spécifique et adaptée. L'oncofertilité est donc la préservation chez les patients atteints de cancer en âge de procréer, justement de la fonction gonadique. Et il faut être capable de proposer une prise en charge spécifique. Et nous avons désormais de nouvelles techniques qui nous permettent d'élargir le champ de nos indications. Sous d'autres cieux et dans d'autres pays, c'est encadré par des lois de bioéthique qui imposent à tout oncologue d'en discuter et de proposer à son patient des options thérapeutiques. Dans notre pays, il n'y a pas de cadre législatif, mais c'est un devoir moral, c'est un devoir bioéthique que de pouvoir accompagner nos patients dans cette volonté de préserver leur fertilité. Mais est-ce qu'on va proposer un accompagnement, une prise en charge à tous nos patients? La réponse est clairement non. D'où l'intérêt de savoir à qui on doit la proposer, de s'informer sur les techniques existantes pour pouvoir, dans un dernier temps, agir et être efficace dans cette reprise de la vie normale après le cancer. On va commencer par aborder ce qu'on peut proposer chez la femme. Donc chez la femme, essentiellement enfants, adolescents, leur tuteur légal, dès qu'on établit le protocole thérapeutique, dès qu'on sait ce qu'on va administrer à notre patiente, on doit être capable de délivrer une information claire sur le risque réel encouru spécifiquement chez notre patiente, aussi bien pour la gonadotoxicité, le risque sur la fertilité et les gamètes, que l'insuffisance ovarienne prématurée. Pourquoi? Parce que malheureusement, en cas de chimiothérapie, nos traitements vont avoir un impact. Pas pareil, heureusement. L'impact va être variable en fonction des molécules utilisées, de la dose totale, de l'intervalle intercure, mais il va être également variable en fonction de l'âge de la patiente et de sa réserve ovarienne. Les agents cytotoxiques vont ainsi agir par 2 biais. Ils vont soit s'attaquer directement aux follicules, aussi bien les follicules en croissance primaire, secondaire et tertiaire que aux follicules primordiaux, mais indirectement, ils vont induire aussi un recrutement excessif des follicules constituant la réserve ovarienne et vont être à l'origine d'un burn-out folliculaire. L'effet gonadotoxique dépend aussi de l'âge de la patiente au moment du diagnostic. On n'est pas toutes égales face à une chimiothérapie et une patiente qui, pour qu'il puisse y avoir le risque de gonadotoxicité, une patiente de 20 ans doit recevoir 20 grammes de cyclophosphamide pour que ça puisse altérer sa fonction reproductive. Alors que une patiente qui a 30 ans, la dose, elle baisse et on passe de 20 grammes à seulement 9 grammes contre 5 grammes pour les patientes à 40 ans. Et on sait que justement, dans ce raisonnement, il y a aussi le fait que les follicules primordiaux sont beaucoup moins sensibles que les follicules en croissance et que les adolescentes prépubères sont moins susceptibles d'être ménopausées.
À titre d'exemple, le même protocole de chimiothérapie réalisé chez 2 patientes avec les mêmes doses, les mêmes intervalles, le risque d'aménorrhée chez une patiente de moins de 20 ans est de l'ordre de 20 à 50%, contre 90% dès que cette patiente a plus de 90 ans. Les chances de grossesse spontanée pour une patiente de 20 ans sont de l'ordre de 25%, alors qu'ils chutent drastiquement à 5% pour les patients de plus de 25 ans. Et toutes les chimiothérapies n'ont pas le même effet. On sait que ce sont les protocoles à base d'alkylants, essentiellement à base de cyclophosphamide, qui sont le plus toxiques. Et pour les autres molécules, comme les anthracyclines ou encore la dacarbazine ou le thymodal, on sait que le risque est très faible sur la fertilité de notre patiente. Ça, c'est juste une méthode de calcul parce qu'il faut tout convertir en doses équivalentes de cyclophosphamide et ça nous permet de situer le risque sur la fertilité de nos patientes. Heureusement, comme j'ai dit en début de présentation, désormais, il n'y a pas que la chimiothérapie. Notre arsenal thérapeutique s'est largement enrichi. Et toutes les nouvelles techniques, désormais, que ce soit de l'immunothérapie, de la thérapie ciblée, que ce soit des thérapies anti-angiogéniques ou des inhibiteurs de la tyrosine kinase, à ce jour, n'ont pas démontré de preuve de leur gonadotoxicité. En cas de radiothérapie, il est bien sûr nécessaire de pouvoir proposer chez les patientes en âge de procréer qui vont recevoir une radiothérapie sur le pelvis un accompagnement et une information fiable sur le risque. Et pour les autres sites, il faut tout simplement procéder à ce qu'on appelle le calcul de la dosimétrie. C'est-à-dire, ça c'est un exemple d'une tumeur du canal anal. La dame va recevoir une radiothérapie qui est centrée essentiellement sur son anus, mais on est capable de mesurer par dosimétrie la dose que va recevoir l'ovaire. Et dès que la dose qui va être reçue par l'ovaire est inférieure à 3 Gray, le risque n'est pas très important. Et là encore, comme pour la chimiothérapie, le risque lié à la radiothérapie varie avec l'âge. Une femme jeune est plus résistante à la radiothérapie et elle a plus de chances de garder sa fertilité qu'une dame qui a 25 ans ou 40 ans. Quand il faut 10 grammes pour induire une stérilité chez une femme de près de 20 ans, il en faut à peine 1,5 Gray de radiothérapie pour l'induire à l'âge de 40 ans. Il y a un autre site d'irradiation spécifique, c'est l'irradiation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Quand on a une irradiation encéphalique, on sait que cette irradiation va indirectement perturber la fonction endocrinienne et à ce moment-là, elle aura un impact gonadique et utérin de façon indirecte. Comment protéger nos patientes ? Alors, il y a plusieurs essais qui ont été faits avec les analogues de la LHRH, dont l'objectif, c'est de mettre au repos justement cet ovaire pour l'exposer le moins possible à la toxicité de la chimiothérapie, mais les résultats restent encore discutables. Une autre option peut être proposée chez les patientes qui vont recevoir une radiothérapie pelvienne, c'est la transposition des ovaires, en général par célioscopie. On essaie de faire sortir ces ovaires du champ d'irradiation. Quant à la transposition de l'utérus, elle n'a pas encore été établie. Et pour pouvoir accompagner nos patientes, une fois qu'on a délivré cette information, la discussion se fait conjointement entre l'oncologue et le spécialiste de la fertilité référent. Cette discussion prend en compte beaucoup de paramètres, y compris les projets de vie et le souhait de la patiente. Ce qui peut être proposé, c'est la cryoconservation ovocytaire qui s'adresse à toutes les patientes pubères à partir du moment où elles ont un âge inférieur à 38 ans. On peut procéder dans un premier temps au dosage de la réserve ovarienne, et ceci par le biais du dosage de l'AMH plasmatique, faire également un compte-rendu échographique des follicules en trop et de pouvoir voir le besoin ou pas de stimulation ovarienne pour pouvoir proposer justement un prélèvement d'ovocytes qui vont être congelés et stockés dans de l'azote liquide. Deuxième option thérapeutique, c'est la conservation d'embryons. Et ça, c'est une technique qui peut être proposée qu'à des patientes qui sont en couple, contrairement à la première qui peut être proposée à des patientes célibataires. C'est la technique en général de référence. Elle peut nécessiter une stimulation ovarienne. Le recueil se fait par voie transvaginale et le prélèvement doit impérativement se faire avant tout traitement oncologique.
Parce que qui dit chimiothérapie ou radiothérapie dit risque mutagène et impact génotoxique qui peut être transféré via les gamètes à un éventuel fœtus. Les embryons, bien sûr, ne seront utilisés ultérieurement que si le couple, bien sûr, existe toujours. Récemment, on a vu aussi d'autres techniques se mettre en place pour répondre à des besoins particuliers. Par exemple, les patientes qui sont prépubères. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à une adolescente qui n'est pas encore réglée, à qui on vient d'annoncer une leucémie ou un lymphome, qui va avoir de la chimiothérapie intensive, si on veut, dans le cadre de notre stratégie curative, ne pas la priver de cette chance de pouvoir concevoir un jour. Donc, c'est une technique qui a permis d'obtenir pas mal de grossesses à travers le monde et on va voir les résultats tout à l'heure. Elle se fait lors d'un geste chirurgical par cœlioscopie où l'ovaire est disséqué en fragments et on ne stocke que la partie corticale parce que c'est la partie qui est la plus riche en follicules. Elle n'est pas recommandée au-delà de 36 ans et doit absolument se faire toujours à distance des effets mutagènes. Autre technique, là encore pour une population très spécifique, c'est quand on a des patientes qui ont des tumeurs hormonodépendantes et chez qui on ne peut absolument pas proposer de stimulation hormonale parce que ça risque de donner un coup de fouet à leur maladie tumorale et de mettre en jeu leur stratégie curative. À ce moment-là, cette nouvelle technique également qui a permis d'obtenir des grossesses à travers le monde, se fait chez les patientes pubères où le procédé est quasiment similaire à une FIV. On va procéder nos ovocytes, mais on va les prélever à un stade très précoce. Ils sont immatures et dans un deuxième temps, on va les mûrir au laboratoire. Et quand on compare les résultats de ces différentes techniques, clairement la cryopréservation d'embryons est celle qui permet le plus de grossesse avec un taux de réussite d'à peu près 25%, contre seulement 5% pour les cryopréservations des ovocytes. Et pour les deux dernières techniques dont je vous ai parlé, à savoir le prélèvement d'ovocytes immatures ou encore le cortex ovarien, on est dans de l'ordre sur de l'expérimental, avec, comme je vous ai dit, quelques naissances, mais c'est une technique qui serait un réel gain si elle venait à se généraliser pour nos patients. Voilà ce qu'il en est pour la préservation chez la femme. Qu'en est-il chez l'homme? Pour l'homme, les choses sont un peu plus simples parce qu'il y a une technique standard qui est la conservation des spermatozoïdes. Mais il y a surtout un principe de précaution. Quel que soit le traitement qu'on va faire, quel que soit le protocole de chimiothérapie, quelle que soit la radiothérapie, on doit la proposer à nos patients de moins de 60 ans, ou du moins les aviser du risque sur leur fertilité. Là où on est beaucoup plus frustré, c'est quand on a un petit garçon ou un adolescent prépubère, on n'a pas encore de spermatozoïdes à recueillir, que peut-on proposer? C'est ce besoin qui a vu la naissance d'une nouvelle technique qui est la conservation du tissu testiculaire dont on va parler. Donc chez l'homme, les choses sont plus automatiques pour une raison très simple, c'est que la sensibilité de l'homme et les capacités de récupération sont juste variables, imprévisibles, et il y a des susceptibilités individuelles. On ne dispose pas de paramètres pour les évaluer de façon fiable avant la mise en place des traitements. Donc pour ne pas faire courir le risque à nos patients, on préfère proposer par excès que de se retrouver avec des regrets quelques années plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, on dépend du protocole de chimiothérapie et là encore, ce sont essentiellement les agents alkylants de type cyclophosphamide qui exposent nos patients au plus d'effets secondaires ainsi que les autres anthracyclines. Donc l'autoconservation des spermatozoïdes, professeur Fikri en a parlé. Je me permets juste de rappeler qu'elle doit être proposée systématiquement, surtout en cas de geste chirurgical de type orchidectomie ou encore une chirurgie pelvienne pour rectum, pour une tumeur de rectum, pour une tumeur de prostate, pour une tumeur de vessie. Si on expose notre patient à un risque de trouble de l'éjaculation, on doit absolument proposer ça, mais également en cas de radiothérapie pelvienne. Comment? Le recueil se fait avant le début de chaque traitement. Les conditions, merci Dr Fikri pour votre présentation enrichissante parce que ça a permis aussi de recadrer certaines choses. On conseille en général au moins 2 recueils. Il faut boire énormément à la veille du prélèvement et il faut respecter 2, si vous me le permettez, jusqu'à 7 jours d'abstinence. Et puis bien sûr, il faut faire les tests virologiques nécessaires.
Après, quand ce n'est pas possible de procéder ainsi, quand tout simplement le recueil est difficile, voire impossible, Monsieur Fikri a parlé tout à l'heure de la mini-thésée. Nous, on parle de l'oncothésée, mais ça se fait dans les mêmes centres et selon les mêmes modalités, où on procède à un prélèvement chez les patients qui présentent des altérations sévères au niveau de leur spermogramme pour quand même laisser cette porte ouverte à la procréation. Et chez l'enfant, comme je vous ai dit, la technique qui est en train d'émerger est celle de la conservation de tissus testiculaires. Heureusement, tous les garçons, tous les ados qui vont être traités pour un cancer ou pour une tumeur ne vont pas finir stériles. Ça concerne à peu près 20 à 30% de nos patients. Essentiellement ceux qui vont recevoir de fortes doses de cyclophosphamide, ceux qui vont avoir une chirurgie pelvienne ou une irradiation pelvienne qui expose leurs testicules à une dose supérieure à 3 degrés. Ou les deux à la fois à une dose supérieure à 2 degrés. C'est à ce moment-là, et c'est pour cette population de patients, où on sait que le risque de fertilité dépasse les 80%, que cette technique a été mise en place. Elle consulte, comme pour la femme, à prélever et à cryopréserver du tissu testiculaire. Mais malheureusement, pour l'instant, on est encore sur de l'expérimental. Plusieurs centres le font, le tentent, mais on n'a pas encore de résultats satisfaisants et cette technique nécessite d'être encore développée. À l'heure d'aujourd'hui, donc elle est utilisée essentiellement chez d'autres espèces animales, mais chez l'homme, nous n'avons pas encore réussi à régler le problème de la fertilité chez nos très jeunes patients. On peut cependant proposer, pour tout ce qui est radiothérapie, pour tout ce qui est irradiation pelvienne, des coques qui vont aller jouer un effet radioprotecteur et protéger et limiter les dégâts sur la gonadotoxicité. Et une fois que le patient a fini son traitement et renoue avec son couple, avec sa vie d'avant, le risque ne s'arrête pas. Parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a un impact génotoxique. Les gamètes, les ovocytes, les spermatozoïdes qui ont été exposés à de la chimio et à de la radiothérapie peuvent transmettre des mutations à la descendance. C'est pour ça qu'il y a une contraception obligatoire, automatique, avant tout début de traitement, et aucune conception, aucun projet de grossesse ne peut être établi sans l'accord de l'oncologue. On ne doit mettre en péril ni notre patient, ni éventuellement sa descendance. Il y a des questions encore en attente, comme le délai minimum avant la conception. Est-ce qu'il faut attendre 6 mois chez la femme, le temps d'épuiser les follicules primaires pour passer aux follicules primordiaux et puis, ce qu'il faut garder en tête, tout simplement, succinctement, devant un homme étant sur le point de démarrer un traitement oncologique, on propose à tous nos patients une autoconservation de sperme. Pour nos patientes, c'est beaucoup plus délicat parce que les techniques ne sont pas forcément accessibles et à ce moment-là, on commence déjà par une information claire qu'on délivre à la patiente, surtout quand elle est jeune, surtout quand on est dans une stratégie curative et surtout quand la patiente n'a pas d'enfant. On délivre une information claire en fonction de l'âge, de la réserve ovarienne et du type et des doses de chimiothérapie. Et une fois qu'on commence à voir nos patients tous les 3 mois, tous les 6 mois, chaque année, après la fin de nos traitements, il faut évaluer la reprise de la spermatogenèse chez nos patients en réalisant dans l'année qui suit le traitement un premier spermogramme et une exploration de la fonction endocrine. Et pour notre patiente, on doit être capable de proposer dans les années qui suivent une évaluation de la réserve ovarienne et un dosage de l'AMH pour pouvoir justement mettre en place un accompagnement, voire en cas de l'absence de contre-indication des traitements hormonaux substitutifs, traiter l'ostéoporose et les autres complications. Et notre principe de précaution absolue, c'est qu'on recommande à nos patients d'attendre en général 2 ans après la fin de leur traitement avant de pouvoir envisager ou de se lancer dans un projet de grossesse. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie pour votre attention.